Merci, madame. Donc, je m'excuse pour ce contretemps. Donc, j'ai eu un petit accident ce matin dans un carrefour à Tanger. Et je remercie monsieur le professeur Taleb Srali, président de la Société marocaine de néphrologie, qui m'a donc invité pour participer avec vous dans cet atelier pour parler de la corticothérapie au long cours, du bon usage et du mésusage. Alors, comme vous le savez, la corticothérapie est un médicament, un dieu de la vieille, donc qui est prescrit depuis déjà 1950. Première prescription qui a valu donc un prix Nobel, donc un auteur, Einstein. Elle a été utilisée la première fois dans la polyarthrite rhumatoïde pour un artiste peintre qui a plus d'un crop de son activité. Et depuis, très largement prescrit par tout le monde. Donc, il est donc très important de parler, de rappeler à chaque fois du bon et du mésusage de cette thérapie. Donc, gérer un traitement par les corticoïdes, c'est savoir prescrire ces corticoïdes, prévenir les effets secondaires, parce qu'ils sont très nombreux, ils entraînent une morbidité qui n'est pas négligeable, ils sont potentiellement invalidants, et il existe donc réellement une surmortalité qui est associée aux corticostéroïdes, en particulier au niveau cardiovasculaire. Et ces complications sont à connaître. Il y en a celles qui sont précoces et qui sont rarement évitables, telles que l'insomnie, l'instabilité émotionnelle, l'augmentation de l'appétit et ou du prise du poids. Celles qui sont fréquentes, en particulier chez des sujets qui présentent des facteurs de risque et ou qui prennent d'autres thérapies favorisantes. Alors je cite ici l'acné, le diabète, l'hypertension artérielle, l'ulcère gastro-duodénal. Et il faut dire que les corticoïdes donc, sont quand même moins nocifs au niveau du tract digestif que les anti-inflammatoires non stéroïdiens classiques. Également des équilibres donc, des métabolismes donc, lipidiques. D'autres complications qui sont doses dépendantes, qui sont en fonction des doses données, donc de la dose cumulée. Alors l'aspect cushing-goïde, les dépressions hypothalamo-hypophysaires, les myopathies cortisoniques, les ostéonécroses aseptiques, l'hypokaliémie, la sensibilité aux infections et également des retards de cicatrisation. D'autres complications qui sont retardées et insidieuses, qui sont liées aussi à la dose cumulée, je cite l'athérosclérose, la cataracte, stéatose hépatique, retard de croissance, ostéoporose et l'atrophie cutanée. Et enfin, il y a d'autres complications qui sont rares, qui sont relativement imprévisibles, parfois même pour quelques-unes qui ne sont même pas dose dépendantes, et on peut les voir même à des petites doses. Je cite donc le glaucome particulièrement. Et parfois, on peut avoir des complications paradoxales, telles que des pancréatites qui peuvent compliquer certaines corticothérapies au long cours. Alors, la fréquence de ces effets secondaires est difficile donc à apprécier. Parfois, on n'arrive pas à faire la part entre ce qui revient à la complication de la thérapie, une iatrogénie ou une complication donc, de la maladie. Par exemple, je cite l'ostéoporose en matière de certaines maladies inflammatoires chroniques, telles que la polyarthrite rhumatoïde ou les spondylarthropathies. Par ailleurs, ces maladies sont aussi pourvoyeuses de complications également cardiovasculaires, du fait donc que c'est connu pour ces maladies donc inflammatoires chroniques. Et enfin, donc, les périodes d'études restent relativement donc, brèves, et il n'y a pas beaucoup d'études donc randomisées pour bien préciser la prévalence réelle de ces effets secondaires. Mais ce qui est sûr qu'après des études de cohorte, il s'avère qu'il y a plus d'infections, plus de cataractes, plus d'effets secondaires pour des doses qui sont donc très importantes, au-delà de 10 mg par jour. Également pour des doses qui entre 5 et 10 mg, il existe également des effets secondaires. Même pour des doses qui sont faibles, à moins de 5 mg, il existe également des effets secondaires. La mortalité donc, au cours de la corticothérapie donc, est réelle. Donc, il faut donc être certain qu'il existe, lorsqu'on utilise une corticothérapie au long cours, une surmortalité cardiovasculaire et qui reste fonction de la dose journalière et de la dose cumulée dans l'ensemble. Alors, gérer une corticothérapie, c'est savoir prescrire cette corticothérapie et prévenir ses effets secondaires. Alors, bien entendu, donc, une thérapie qu'on va donner au long cours, il faut savoir la prescrire, respecter un certain nombre de modalités, et dans la mesure du possible, il faut donc prévenir les effets secondaires. Savoir prescrire les corticoïdes, c'est d'abord adopter une posologie adéquate, adopter un rythme d'administration optimal, gérer les différentes interactions donc médicamenteuses, savoir arrêter la corticothérapie au moment opportun, et on va citer peut-être un cas particulier, donc si on a un petit peu de temps. Alors généralement, la voie qui est intéressée pour la corticothérapie au long cours, c'est surtout la voie orale.
La voie donc parentérale ne concerne particulièrement que les pulses ou les corticothérapies donc en bolus. Alors pour la voie IM, dans la mesure du possible, il faut l'éviter et il ne faut l'utiliser qu'exceptionnellement. Mais la voie parentérale qu'il faut garder, c'est la voie intraveineuse essentiellement. D'autres voies également peuvent être utilisées, transcutanées, sous forme de collyre, d'inhalation et aussi une corticothérapie donc digestive. Alors sur le plan de posologie, pour la voie orale, il n'y a pas de posologie optimale, vous le savez très bien, il n'y a pas de règle, donc ça dépend des pathologies, mais on peut remarquer qu'il existe une tendance à la prescription des doses initiales qui sont élevées, et aussi une tendance à maintenir ces doses initiales élevées pendant une longue période, et cette tendance fait que la dose cumulée et qui est souvent très importante, et elle est pourvoyeuse de l'augmentation de la fréquence, des effets secondaires, et aussi d'une mortalité liée à des complications cardiovasculaires. Quelques exemples de posologie dans certaines maladies inflammatoires. Si on prend la maladie d'Orphan, généralement, en fonction du tableau clinique, ces posologies peuvent varier de 0,5 à 1 mg kg jour. Quand il s'agit d'une maladie rhumatoïde, exceptionnellement, la posologie est plus que 0,1 mg kg jour, une posologie plus de l'ordre de 0,5 ou 1 mg ne serait prescrite que dans des formes sévères qui simulent donc des PAN. Dans les polymyosites, on est un peu plus tolérant et on prescrit des posologies encore plus importantes qui vont jusqu'à 1,5 mg chez l'adulte et chez l'enfant, on peut même aller jusqu'à 2 ou 2,5 mg kg jour. Et ce qui est important, c'est qu'il faut différencier, c'est important, entre maladie inflammatoire et prescription systématique de corticoïdes. Donc il y a plein de maladies inflammatoires, heureusement des formes bénignes, où l'indication de la corticothérapie n'est pas systématique. Je cite par exemple dans le lupus, dans les formes donc cutanées et rhumatologiques, on n'a pas besoin de prescrire systématiquement des corticoïdes. De même, par exemple, je cite la maladie de Behçet, pour l'atteinte cutanée muqueuse et articulaire, on n'a pas besoin de prescrire des corticoïdes. Alors cette posologie doit être réduite dans la mesure du possible dès qu'on a une efficacité thérapeutique, dès qu'on a donc contrôlé la maladie sur le plan clinique et biologique, et la réduction ne repose pas donc sur une règle donc pointilleuse, très bien connue, mais généralement on diminue de 5% de la posologie une fois par semaine, jusqu'à une posologie de 20 mg, et on ralentit encore la dégression, on verra ça peut-être un peu par la suite. Et le principe le plus important, c'est de réduire jusqu'à une dose minimale efficace. Et toujours le même principe, chercher une prescription d'un médicament d'épargne cortisonique ou un traitement de fond. Chaque fois que c'est possible, il faut le prescrire. Dans une maladie rhumatoïde, le méthotrexate systématiquement. Dans une maladie de pic, il faut prescrire le plaquenil. Dans une maladie de Behçet, par exemple, il faut prescrire la colchicine. Donc chaque fois qu'il y a une thérapie d'épargne, il faut prescrire ce médicament. Même dans les maladies inflammatoires où les corticoïdes à forte dose sont prescrits d'emblée, où il y a un risque de corticodépendance, il faut d'emblée donner un médicament d'épargne cortisonique. Je cite, par exemple, dans la sarcoïdose avec une atteinte multisystémique sévère, par exemple dans la maladie d'Orton, on ne donne plus pratiquement des corticoïdes tout seul. On les donne systématiquement avec un médicament d'épargne cortisonique. Savoir gérer un traitement par les corticoïdes, c'est savoir le prescrire. Et si on veut bien le prescrire, il faut adopter un rythme d'administration qui est optimal. Donc juste un petit rappel pharmacologique, vous savez, l'absorption il est digestive. Dans le sang, eh bien, les corticoïdes se présentent sous une forme libre et une forme donc liée à des protéines. Il n'y a pas de corrélation entre la demi-vie plasmatique et la demi-vie d'efficacité. Et ce qui est important, c'est qu'il faut donc retenir qu'il y a généralement 3 classes donc, de corticoïdes. Ceux qui ont une demi-vie d'efficacité qui est brève, il s'agit des hormones naturelles. Une demi-vie moyenne, c'est la prédnisone et la prédnisonate. Généralement, c'est les molécules qu'on prescrit le plus souvent dans les corticothérapies au long cours. Et puis, ceux qui ont une demi-vie d'efficacité qui est très prolongée, type bêta-bétazone et dexaméthasone, ils ont certes un pouvoir anti-inflammatoire extrêmement important, mais malheureusement, il y a également une freination de l'axe hypothalamo-hypophysotion-rénalienne qui est extrêmement importante. L'élimination, elle est donc hépatique et aussi partiellement rénale. Il est nécessaire de réduire les doses en cas d'insuffisance hépatocellulaire,
Bien entendu, la prednisone, elle est métabolisée au niveau du foie en prédnisolone, qui est donc le principe actif au niveau donc sanguin. Donc en cas d'insuffisance hépatocellulaire, il faut préférer la prédnisolone plutôt que la prédnisone. Et également, il faut tenir compte des médicaments inducteurs enzymatiques en cas d'association. Généralement, les corticoïdes oraux sont donnés en prise unique le matin, et ceci en référence au pic matinal de sécrétion de la cortisol, et ceci permettrait moins d'inhibition de l'axe cortico-surrénalien. Cependant, dans les maladies inflammatoires, pendant la phase d'attaque, on est autorisé, il faut le faire, il faut absolument multiplier les prises. Généralement, on les donne en 2 prises, 2 tiers le matin et 1 tiers l'après-midi, particulièrement dans les maladies qui sont très inflammatoires. Je cite par exemple les myosites, dermatomyosites. Et bien, une fois qu'on a géré cette poussée de la maladie, on revient à la dose unique lorsqu'on décide donc la dégression. Généralement, on décroît sur une prise unique. Il faut également gérer les interactions médicamenteuses, donc quelques-unes qu'il faut connaître, donc surtout avec des médicaments inducteurs enzymatiques. Je cite rifampicine, identamine, barbiturique, qui augmente le métabolisme hépatique des corticostéroïdes, et par conséquent, en cas d'association, il faut tenir compte de cette association et augmenter un peu les posologies. Les contraceptifs oraux et oestrogènes augmentent la demi-vie d'élimination des corticostéroïdes. Les salicylés augmentent l'élimination. La cyclosporine augmente la concentration. L'isoniazide augmente le métabolisme. Et la vitamine D augmente également le métabolisme. Donc ici, les anticoagulants n'y figurent pas parce qu'il n'y a pas de problème posé réel, comme ceux posés avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et on est même autorisé à les donner ensemble, corticoïdes et AVK, sans problème dans certaines situations. Savoir prescrire un traitement corticoïde, c'est aussi se décider à quel moment il faut arrêter ce traitement corticoïde, parce qu'on ne peut pas le laisser tout le temps. Je vous rappelle donc juste ce schéma qui rappelle donc l'axe hypothalamo-hypophyso, donc cortico-surrénalien, où la fonction donc des hormones surrénaliennes qui va agir au niveau de différentes cellules effectrices. Lorsqu'on utilise des corticoïdes donc exogènes, ils vont interférer au niveau de ces cellules effectrices et par conséquent mettre au repos cet axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, et ça va donc aboutir à une possible insuffisance surrénalienne. Alors la question, quelle durée du traitement exposerait à ce risque? Quel corticoïde? Quelle dose? Et quelle voie d'administration? Et comment le diagnostiquer, parce qu'on aura essentiellement un diagnostic donc clinique, essentiellement, plus une biologie. Et bien sûr, l'autre versant, quel traitement substitutif, pendant combien de temps, et à quel moment on va s'attendre à la reprise de la fonction cortico-surrénalienne. Alors, ce graphique donc, rappelle juste le consensus de la Société française d'endocrinologie, publié en 2017, pour la confirmation biologique de l'insuffisance surrénalienne. Donc vous le voyez en fonction du dosage de cortisolémie à 8 heures et de la CTH, en fonction des posologies, vous pouvez vous situer au niveau de l'insuffisance surrénalienne. Donc lorsqu'on décide, lorsqu'on a contrôlé la maladie sur le plan clinique, sur le plan biologique, on a décidé de diminuer donc progressivement, et à un moment donné, on va donc arriver à la décision du sevrage de malade. Le principal risque donc de ce sevrage, c'est particulièrement l'insuffisance surrénalienne. Alors, il est lié bien sûr à l'inhibition de l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien. Eh bien, ce risque, il existe pour des doses très importantes, pour certaines classes, particulièrement ceux qui ont une demi-vie donc longue, par exemple la dexaméthasone et le chèvre-de-fil, et aussi pour certains types d'administration, particulièrement la voie intramusculaire, exposerait plus à ce risque donc d'inhibition de l'axe hypothalamo-surrénalien. À quelle dose doit-on craindre l'insuffisance surrénalienne? Donc il doit être envisagé dès que la posologie est inférieure généralement à 7,5 mg ou à partir de 5, particulièrement s'il y a une situation de stress en plus. Alors, généralement, c'est à 5 mg d'équivalent prédnisone, parfois même à 7,5, on l'a dit. Et la durée du traitement, c'est surtout lorsque la corticothérapie est prolongée. Mais ce risque, il faut le noter, existe pour toute corticothérapie supérieure à 7,5 mg au-delà de 12 jours. Eh bien, elle expose au risque potentiel d'insuffisance surrénalienne.
Alors, généralement, l'hydrocortisone, qui est donc la molécule donc naturelle, donc elle n'a pratiquement pas de freination au niveau de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, mais seulement elle exerce un pouvoir anti-inflammatoire qui est faible. Par contre, ceux qui ont un pouvoir freinateur qui est très important, malheureusement, ils sont pourvoyeuses donc de freination de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Alors, quelles sont les manifestations cliniques donc, de cette insuffisance surrénalienne? Ils sont très polymorphes, ils sont trompeuses, parfois ils sont dominés par une asthénie, un syndrome arthromyalgique, des troubles digestifs parfois qui peuvent être au premier plan, des nausées, anorexie, nausées, parfois donc une diarrhée, des troubles dépressifs, une hypotension artérielle. Et ces symptômes, il faut donc ne pas les confondre avec une poussée éventuelle de la maladie ou avec ce qu'on appelle tout simplement le syndrome de sevrage des corticoïdes, parfois qui peut simuler asymétrement une insuffisance surrénalienne. Alors, quelle conduite pratique généralement quand on dégraisse? Donc, on dégraisse pendant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de règle générale. Si on avait commencé par des posologies fortes, donc on peut dégraisser à hauteur de 10 mg par semaine, et puis arriver à une posologie de 20 mg, on peut réduire encore la dégression. Cette réduction peut aller jusqu'à 2,5% de la dose lorsqu'on a donné les traitements corticoïdes pendant une longue période. Et à 5 mg, équivalent de prednisone, on devrait normalement faire systématiquement un dosage de la cortisolémie plus une ACTH. Alors si le dosage il est normal, on peut continuer notre dégression sans risque, donc à raison d'1 milligramme par semaine jusqu'à ce qu'on puisse donc sevrer le malade sans problème. Si par contre on ne peut pas faire systématiquement une cortisolémie, situation qui peut arriver, on est obligé à partir donc de 7,5 mg, et si on a des signes cliniques, de prescrire de l'hydrocortisone. Alors la posologie est maintenant vue à la baisse, au lieu donc de 3 ou 4 comprimés de 10 par jour, donc il semblerait que tout simplement d'1 milligramme sont largement suffisants, une prise à 8 heures, puis une autre prise donc à 13 heures. Eh bien, si la cortisolémie et le testosynaptène sont normales, après, si on a réussi à les faire, on peut arrêter l'hydrocortisone. Mais si ce test il est normal, eh bien, il faut maintenir l'hydrocortisone et refaire la cortisolémie et aussi le testosynaptène jusqu'à ce que la fonction surrénalienne reprend. Quand est-ce qu'elle devrait reprendre? Alors ça, c'est une question qui est très difficile donc à prévenir, on ne sait pas exactement. Je vous rappelle que le test au synactène ne se fait pas donc régulièrement. À Casablanca, par exemple, chez nous, il y a qu'un ou deux laboratoires qui le font. Alors même au CHU, on ne le fait pas. Alors juste un petit cas particulier chez la femme enceinte, en cas de grossesse et d'allaitement. Vous savez que les corticoïdes ne sont pas pratiquement tératogènes, on peut les donner chez la femme enceinte, il n'y a aucun problème. Les corticoïdes, donc, ils peuvent traverser la barrière placentaire, particulièrement la dexaméthasone. Eh bien, pour la prédnisone et la prédnisolone, généralement, ils ont très peu de passage placentaire, ils sont métabolisés au niveau du placenta. Alors, rappelez-vous, donc, dans le lupus néonatal ou chez les femmes qui ont des anti-SO avec un risque donc, de pathologie cardiovasculaire chez les fœtus ou le lupus néonatal, on donnait de la dexaméthasone. On donnait de la dexaméthasone parce qu'elle traversait, je disais bien, on donnait, elle traversait bien la barrière donc fétoplacentaire et avait des actions. Mais maintenant, on s'est rendu compte que même cette dexaméthasone ne permet pas de prévenir au fait cette complication cardiovasculaire. Et on le donne pratiquement plus selon les dernières recommandations. Eh bien, gérer un traitement corticoïde, après donc avoir bien prescrit, il faut prévenir les effets secondaires. Alors d'abord, pour prévenir les effets secondaires, juste un petit rappel du mode d'action. Alors, les corticoïdes sont utilisés en raison de leur action anti-inflammatoire et action immunomodulatrice, et ils sont responsables d'effets secondaires infectieux. Alors, comme action, ils agissent au niveau du macrophage sur sa dédifférenciation et sur les fonctions. Ils inhibent également les cytokines, ils agissent au niveau de l'apoptose, et les lymphocytes B, ils ont peu d'effet. Alors, ils diminuent, comme je vous ai dit, la synthèse particulièrement des cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, interleukine 1, interleukine 6, l'interféron, le GM-CSF,
Il inhibe la phospholipase A2, c'est connu, donc celle qui libère donc l'acide arachidonique à partir donc des phospholipides membranaires et par conséquent interfère au niveau de la synthèse des prostaglandines, inhibe la perméabilité vasculaire et également inhibe la synthèse des collagénases. Alors, quels sont ces effets secondaires? Eh bien, très rapidement, donc, du fait de l'effet minéralotrope, les corticoïdes peuvent entraîner une hypokaliémie, bien que cette tendance il est très nuancée, et la supplémentation potassique, au fait qui était il y a quelque temps presque systématique, il faut la voir un petit peu avec un œil critique. Alors, ça dépend de la posologie et ça dépend de la durée d'utilisation. La rétention hydrosodée est connue également, il est source parfois de prise de poids, de dette, et aussi de certaines pics tensionnels. Alors, juste c'est un petit tableau qui vous montre comparativement les quelques classes de corticoïdes. Alors, au niveau osseux, il y a des effets d'abord cellulaires. Alors, les corticoïdes agissent sur la dédifférenciation des précurseurs ostéoclastiques. Il augmente l'apoptose des cellules ostéoblastiques, il diminue la synthèse ostéoblastique, il inhibe également la synthèse protéique. Alors, les effets indirects sont essentiellement liés à la diminution de l'absorption du calcium et aussi à l'hypogonadisme qui baisse aussi donc la glycémie et à l'augmentation de l'excrétion rénale du calcium. Toutes ces actions, bien sûr, entraînent une hypocalcémie et qui vont entraîner donc une hyperparathyroïdie secondaire, et vous connaissez donc bien la suite. Alors ces actions diminuent la masse osseuse, ils entraînent une altération microarchitecturale qui est connue, ils sont à l'origine donc de l'ostéoporose cortisonique. Sur certains métabolismes, eh bien, les corticoïdes, généralement, ils entraînent une tendance donc au diabète, ça vous les connaissez très bien. Sur les protéines, ils ont une action catabolique liée à l'action glycidique. Ils agissent aussi au niveau de la néoglycogénèse à partir des acides aminés, et par conséquent, ce qui explique les fentes musculaires liées donc avec des atrophies cutanées. Alors cette fente musculaire, cette myopathie cortisonique peut prédisposer à des chutes, plus donc le risque d'ostéopénie, ostéoporose, explique le risque fracturel qui est très important chez les malades qui suivent des corticoïdes au long cours. Sur les métabolismes lipidiques, donc ils ont une action également, ils entraînent donc un déséquilibre de ce métabolisme. Alors, quelles sont les mesures préventives à la lumière de ces effets donc secondaires? Eh bien, la prévention de ces effets secondaires repose sur un rationnel, sur ce risque-là qu'on connaît très bien. Donc il faut donc, il faut essayer de prévenir les infections, recherchant un foyer infectieux latent. Il faut éviter parfois les vaccins vivants lorsqu'on utilise des posologies très importantes, dépister donc certaines viroses B et C. Alors il faut aussi chercher ce qu'il existe une rétention hydrosodée, apprécier l'état cutané, recherche des œdèmes, la tension artérielle. Il faut également voir s'il y a une kaliémie basse pour adjoindre du potassium, et particulièrement si la durée il est longue, si les posologies sont très importantes, franchement au-delà de 20 mg par jour. En cas de diabète, donc, il faut absolument un régime donc, adapté, une thérapie aussi donc, adéquate. Pour l'hypertension de même, et lorsqu'il existe un ulcère gastro-œdémal, il faut évaluer son évolutivité et pour prescrire éventuellement un IPP systématique. Alors pour les troubles du métabolisme lipidique, il faut une surveillance. Pour la cataracte, donc de temps en temps des examens ophtalmos. Pour la myopathie, pour la prévenir, il faut donc conseiller un exercice physique. Et en cas d'insomnie, il faut donc absolument réduire les doses. Pour la prévention de l'ostéoporose, donc un apport calcique vitamine D est systématique, il faut donc conseiller de l'exercice physique. Alors pour les glucosidase, dans les anciennes recommandations de l'AXAPS, donc en cas de corticothérapie au-delà de 7,5 mg au-delà de 3 mois, chez une femme ménopausée avec fracture, même sans ostéodensitométrie, on pouvait prescrire systématiquement un bisphosphonate. Et dans les autres cas, il faut faire donc une ostéodensitométrie et prescrire des bisphosphonates traités comme une ostéoporose, même s'il y avait une simple ostéopénie. Et bien depuis 2014, ces recommandations ont été changées. Et bien maintenant, je m'excuse de la qualité de cette plate. Et bien très simplement, bien maintenant, il faut individualiser deux cas de figure, donc femmes ménopausées et patients de 50 ans.
lorsqu'on a certains risques fracturaires qui est très important avec une ostéodensitométrie qui montre d'emblée une ostéoporose, donc un T-score qui est inférieur à moins d'1,5, il faut traiter. Lorsqu'il n'y a pas de risque fracturaire franc, et lorsque le T-score est compris entre moins 2,5 et moins 2, eh bien on ne donne plus de traitement symptomatique systématique, il y a un élément nouveau, c'est ce qu'on appelle le FRAX, donc le calcul du FRAX ajusté. S'il est en faveur d'une ostéoporose, on traite, s'il n'est pas, on ne traite pas. Donc c'est ça ce qui est donc nouveau à la lumière de ces nouvelles recommandations. Alors, modalité pratique, donc pour prescrire cette corticothérapie, on devrait faire bien sûr toujours la même chose. Avant de prescrire, il faut faire un petit bilan clinique, évaluer le poids, la taille, tension artérielle, rechercher des œdèmes, apprécier l'état cutané, rechercher des infections, évaluer au moins une glycémie et faire une radio du poumon, rechercher d'éventuelles contre-indications, quelques-unes qui peuvent être absolues. Alors, je cite particulièrement l'ulcère cornéen hépatique. Ça, c'est quand même une contre-indication absolue. En cas d'herpès cornéen, pas de corticothérapie. Pour les autres, ce sont des contre-indications, je dirais, relatives dans la mesure du possible, qu'on peut différer l'indication de la corticothérapie. Et si on arrive à gérer un diabète, à gérer une hypertension artérielle, à gérer des troubles psychiatriques, à gérer un ulcère gastronamique, un IPP, on peut prescrire donc la corticothérapie après. Bien sûr, en cas de virose B et C, il faut évaluer l'évolutivité de ces maladies avant de prescrire. Alors après, il faut préciser les médicaments pris par les malades, parce que souvent ce sont des malades polymédicamentés, et il faut absolument évaluer une possible interaction. Il faut informer le patient sur le risque d'insuffisance surrénalienne, si jamais donc il arrête systématiquement son traitement. Il faut donc lui expliquer ce risque aussi de faciès cushingoïde. Également, lui expliquer l'importance des mesures adjuvantes, en particulier le régime hyposodé, éventuellement l'exercice physique, l'arrêt du tabac. Toutes ces mesures sont extrêmement donc, importantes à suivre. Après la prescription, donc, il faut surveiller de la même manière, poids, tension artérielle, taille, état cutané, rechercher des œdèmes, évaluer l'état psychique, Sur le plan biologique, donc chercher éventuellement les complications métaboliques, glycémie, glucosurie, également évaluer aussi la kaliémie, la calcémie, un bilan lipidique, faire une radiographie pulmonaire, une ostéodensitométrie, fibroscopie si ulcère donc connu aussi, il y a des signes cliniques, et enfin examen ophtalmologique de temps en temps si les malades suivent les corticoïdes au long cours, même à des posologies faibles, le risque donc de cataracte et de glaucome guette toujours les malades. Et ensuite, il faut donc absolument s'assurer que le malade prend des mesures adjuvantes. Voilà, j'arrive donc à ma dernière plaque. Donc là, pour l'insuffisance surrénalienne, vous arrêtez l'hydrocortisone à 6 mois. Non, il n'y a pas de règle, malheureusement. C'est le suivi. Moi j'ai des malades qui, pendant des années, il était une insuffisance surrénalienne, et puis un beau jour, après avoir refait encore la cortisolémie de 8 heures et quelques observations exceptionnelles, quand on a fait un test d'anthocyanine, on a pu revoir une reprise de la fonction. Mais il y a quelques malades, après des années, qui ont repris leur fonction surrénalienne. Mais une durée de 3 mois, 6 mois, en tous les cas. Plus le traitement est à dose forte, donné pendant très longtemps, surtout lorsqu'on a utilisé des dérivés fluorés, par exemple la dexaméthasone. Plus le malade se présente à vous avec en plus un syndrome de Cushing avec les autres complications, alors l'insuffisance surrénalienne elle est vraiment très importante et le risque donc de récupération ils sont minimes, très minimes. Quelle est finalement l'actualité dans l'arrêt des corticoïdes dans le lupus? L'arrêt des corticoïdes. Parce que nous, alors on est en train de faire un travail dans le service, on est en train de reprendre tous nos lupus et de voir ceux à qui on a arrêté les corticoïdes, qu'est-ce qu'ils ont fait après, donc on est en train de Alors nous on fait une... Mais on n'arrête pas facilement les corticoïdes. C'est très difficile, effectivement. Mais ceci dit, donc nous on fait une évaluation globale de nos maladies concernant différentes donc manifestations rénales, hématologiques, articulaires, en se basant sur les critères SLIDE d'évolution. Alors si on a une rémission pendant une période qui n'est pas négligeable, et si
le malade se sent très bien, on peut laisser le plaquenil tout seul et penser à arrêter le Et donc corticoïde. vous arrêtez les corticoïdes combien d'années après la rémission, à peu près? Bah, ça dépend du type des complications que le malade avait. Alors, s'il avait une complication rénale qui était sévère et s'il avait fait une rechute rénale a fortiori, et si l'atteinte rénale était vraiment jugée donc sévère, eh bien, je ne peux pas vous dire combien de temps, mais Parce on que le nous, en maintient général, c'est 5 ans. le plus longtemps possible, donc des années. Mais si la complication viscérale n'est pas très importante pour laquelle on a donné une corticothérapie, on peut espérer sauver rapidement le malade. Par exemple, pour les atteintes hématologiques, atteintes pleuropulmonaires, atteintes musculaires, on peut espérer sauver le malade. Carrément, et le laisser uniquement sur hydroxychloroquine à dose suffisante. Moi j'aurais une petite question par rapport aux IPP. Vous avez bien dit que ça ne donne pas beaucoup d'effets, on va dire, gastriques. Nous, sachant que l'IPP vraiment ça donne des atteintes rénales avec beaucoup même. Est-ce que ça vaut la peine de mettre systématiquement? On fait. Je ne dis pas systématique, non. Je suis tout à Dans la fait pratique, d'accord. on prescrit systématiquement. On fait bien sûr une fibroscopie avant. Avec le bolus, je pense que ça vaut la peine de le mettre. Il y a de l'automédication. Mais la voie orale, tout ça, On ne les donne pas systématiquement, sauf s'il y a un passé ulcère gastrique qui est très bien connu. Mais ce qui est sûr, c'est que les corticoïdes sont très bien tolérés sur le plan digestif, à tel point. Il y a même certaines guidelines qui disent actuellement, par exemple, je vous dis, pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, actuellement, il n'y a pas de place des anti-inflammatoires non stéroïdiens. On doit donner des corticoïdes parce qu'ils sont efficaces sur le plan symptomatique, ils ont un effet structural qui est démontré et ils sont très bien tolérés sur le plan digestif. Généralement, les petites doses ne font pas de problème. Donc je remercie tout le monde et au nom de la Société marocaine de néphrologie, on m'a donné la tâche de, En tout cas, toutes les de vous délivrer des présentations étaient remerciements. excellentes. Au nom de l'assistance, je félicite tout le monde. Merci pour le déplacement. Et l'accès. désolé pour l'accent.